phrase dont j'avais fait un café Tao l'année dernière d'ailleurs. Il disait l'amour s'accommode plus facilement de la destruction. La destruction, ça veut dire la mort, hein, par exemple. L'amour s'accommode plus facilement de la destruction que du changement. Le changement, ça veut dire la personne, c'est la rupture, elle en aime un autre, ou il en aime un autre. Et ça va davantage nous détruire pour Nietzsche oui. que la disparition physique, donc la mort, puisqu'on pourra idéaliser la personne. Alors les deux sont différemment difficiles, je pense, mais d'une certaine manière, on peut entendre ce que tu dis, effectivement. Peut-être parce qu'on se dit que ça serait peut-être encore possible de vivre. Exactement. Si c'est une rupture définitive où la personne, elle est qu'avec quelqu'un d'autre, elle en aime un autre, il en aime une autre, on sait que c'est fini au niveau de la relation avec elle, en tout cas. Alors que la personne qui est dans l'autre monde, on se dit peut-être si on est croyant, on la retrouvera dans l'autre monde, peut-être dans une vie antérieure, si on y croit, parce qu'on est dans un café Tao, effectivement, on peut très bien imaginer. Et on peut continuer une relation. Exactement. Non, mais même dans un coup de foudre, par exemple, vous avez l'impression d'avoir déjà vu la personne. Alors, pour certains, ça va être une technique de séduction de dire ah, je vous ai déjà vu quelque part, peut-être dans une autre vie. C'est très romantique, hein, l'idée de la réincarnation. Et de se dire que si la personne est partie, on va peut-être la retrouver dans une autre vie. Ça peut nous consoler. En restant quand même une relation, même si elle est symbolique. Oui, voilà, une relation symbolique, et voilà, exactement. Il faut continuer à se recueillir sur la tombe de la personne, à lui parler, cultiver le souvenir, voilà. Cultiver le souvenir de la personne, oui. Même ça peut être dans l'idéalisation aussi, mais il n'y a pas la ruination de l'ego qu'il y a dans exactement. la nature. On n'est pas impliqué. Là, l'autre, on n'a pas eu le choix. C'est la maladie, un accident qui apporte on il y a un fatalisme alors qu'il n'y a pas de fatalisme si on rompt avec quelqu'un. Exactement. Il n'y a pas de blessure narcissique. Il n'y a pas de blessure. Non, et c'est là où Jacques a raison, je pense. Oui. On peut le voir comme ça, c'est vrai. Alors c'est une immense tristesse, mais on est peut-être moins détruit. On est moins détruit par la mort de l'être aimé que par la rupture. Je trouve qu'il y a la blessure narcissique, c'est ça qui est. Exactement. Il n'y a pas la blessure narcissique dans le cas du départ dans l'autre vie. Voilà. On ne sait pas quoi. Effectivement, c'est vrai. D'ailleurs, avec l'idée de toujours neuve, créative, ni même joyeuse, on a presque naturellement dans cette phrase l'idée implicite d'une réincarnation. Alors, Krishnamurti, il n'en parle pas directement, mais à mon avis, il est clair qu'il y croit, puisqu'il est quand même, il a eu une éducation hindouiste, même s'il est très libre, c'est un libre penseur, il n'est pas dans un hindouisme religieux, au sens, voilà, il n'est pas dans des dogmes. Mais je pense qu'implicitement, il y a l'idée de la réincarnation, l'idée que l'amour va se renouveler. Quand on a aimé très fort, on va s'aimer à nouveau. C'est une relation magnifique, on va peut-être se retrouver dans une autre vie. C'est une bonne idée, je trouve. Je vais prendre un peu le contre-pied de ce que je disais. Oui. Il y a aussi l'idée de pouvoir retrouver la personne avec laquelle on est séparé. Ah oui, c'est-à-dire que je pense que je me demande même si ça n'est pas la forme la plus sublime de l'amour que de renouer quelques années après avec la personne avec laquelle on a... C'est-à-dire renouveler, refaire vivre cet amour au bout de 5-10 ans, par exemple, et de retrouver, et de réinventer, de recréer la même dynamique, en tout cas une dynamique qui va prendre le relais. Est-ce que les gens ont vécu souvent cette expérience de reprendre une relation quelques années après et de lui redonner une nouvelle vie? Non, moi j'ai plutôt l'expérience, pour dire les choses un peu personnellement, l'expérience du départ dans l'au-delà d'une personne que j'ai beaucoup aimée, oui. Et même assez récemment, et ça m'a beaucoup affecté. Mais vous n'avez jamais renoué avec quelqu'un? Non, pas pour l'instant. Non, mais ça c'est le thème du très beau livre et très beau film Gatsby le Magnifique, qui est magnifique, où justement Gatsby il est amoureux d'une femme qui s'est mariée avec un autre homme, et par amour pour elle, il a réussi, il a même pu accrocher, être très riche pour la reconquérir, et ça va très mal se terminer comme cette histoire. Mais c'est une très belle histoire d'amour quand même. Et là, effectivement, il y a la reconquête d'une femme qu'il a aimée et qu'il a perdue, puisqu'elle s'est mariée à un autre, qui était effectivement un homme d'affaires. Et franchement, pas très. Elle méritait mieux que ça, quoi. La femme en question. Daisy. Elle s'appelle Daisy, oui, vous avez tous vu le film, j'imagine, lu le roman. Voilà, ça va dans ton sens, oui, bien sûr. C'est une expérience intéressante, mais elle est quand même
pas évidente, hein, c'est compliqué, parce que ça suppose pas mal de conditions, et ça peut être dangereux aussi, hein, comme dans le film d'ailleurs. Et oui. Mais évidemment que ça existe, bien sûr. Une flamme qui se rallume. Une flamme qui se rallume, ouais. Qui n'a jamais été vraiment bien éteinte d'ailleurs, certainement. Il faut un maximum de confort. Exactement. Est-ce que la fumée n'existe pas toujours? Parce qu'on peut y avoir toujours l'idéalisation derrière, le besoin de trouver le paradis perdu ou je ne sais quoi, et qui se ferait implicitement penser qu'il y a quand même un écran de fumée derrière. Que c'est pas de l'amour absolu, quoi. Qu'il y a, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, moi j'ai trouvé que ça c'est très intéressant parce que la fumée ça entraîne la connotation de manipulation, d'illusion, illusion et manipulation, selon les cas de figure. Moi j'ai quand même l'impression que même si on a envie de retrouver quelqu'un, dans notre exemple, je crois quand même, vous êtes peut-être un peu négatif de ma part, mais je pense que ça serait pour rester encore dans l'illusion première et d'avoir envie de rester, de la recréer cette illusion, d'avoir encore envie d'y croire, parce que c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, la fumée, elle existerait toujours. Sans qu'on en soit conscient, bien sûr. Bien sûr qu'on n'en est pas conscient. Mais je ne crois pas du tout que ça soit... j'ai du mal à penser que ça puisse être... Oui, je suis assez d'accord avec vous sur le plan humain, ou alors ça doit être rarissime, un amour sans fumée du tout, une flamme sans fumée. Là, évidemment, Krishnamurti il se place dans un idéal, un amour idéal, et ça va de soi. Les spiritualistes, ils veulent toujours un idéal, et c'est bien, c'est leur rôle aussi de donner un idéal. Mais dans la vraie vie, c'est très rare, c'est rarissime. Il n'y a pas de flamme sans fumée. Oui. D'ailleurs, il n'y a pas de fumée sans feu, mais il y a très rarement un feu sans fumée aussi. C'est très rare. Oui. Aujourd'hui, on peut y arriver avec des moyens très chimiques, etc., mais de flammes sans fumée. Enfin, une vraie flamme, il y a de la fumée. Oui, une vraie flamme, il y a de la fumée. C'est des flammes artificielles. Avec du méthanol, effectivement. Oui, on arrive avec des produits chimiques, on arrive à faire des flammes sans fumée. Mais c'est, comme vous dites, c'est artificiel. Le flamme naturel a toujours la fumée un petit peu. Et oui. Oui, d'autres personnes qui veulent dire quelque chose Parlez, oui, Jacques. Oui. Je ne crois pas qu'on puisse opposer l'amour et l'illusion. D'une certaine manière, peut-être que cette illusion est un élément essentiel de l'amour. Donc dire que l'amour est une illusion, je ne crois pas que ça veut dire grand-chose. Il s'agit de recréer cette illusion de l'art. La magie, c'est une illusion. Et dire même l'amour, c'est peut-être une forme de transe aussi, on peut dire. Donc c'est quelque chose, c'est un état. Est-ce que c'est un état naturel d'être amoureux, ou est-ce que c'est une volonté de se mettre une sorte de transe, de transfiguration, et à ce moment-là, dire que cette illusion fait partie intégrante de l'expérience amoureuse, d'une certaine manière. Tu as raison, d'ailleurs, là tu es très proche de la grande théorie de Stendhal, de l'amour-illusion, mais c'est l'amour érotique qui serait par nature même illusoire, mais ça n'enlève rien à la beauté de cet amour. On a l'exemple de la cristallisation dans Le Rouge et le Noir, je pense, je vais y revenir. Oui. À moins que tu veux en parler. Non, mais la cristallisation, Stendhal, c'est le contraire de l'illusion. Non, il faut concrétiser. Il concrétise, mais en même temps, ça dure pas en général. Concrétiser, ça veut... La cristallisation implique une décristallisation, comme dans Le Rouge et le Noir. C'est le contraire du coup de foudre. Et voilà, c'est le contraire du foudre, puisque Julien Sorel tombe amoureux, il a envie d'être amoureux, il tombe amoureux de Madame de Rênal, dame de 34 ans, qui a des enfants, c'est un peu compliqué, elle n'est pas présentée comme une femme super belle, hein, elle est avenante, mais sans plus, quoi. Et il tombe amoureux, il est amoureux de l'amour plus que de la femme. Elle n'est qu'un prétexte pour son amour, ce jeune homme. Puis finalement, à un moment donné, il s'enlace et il la trompe, enfin il la quitte pour une autre femme. Et elle aime toujours, quoi. Puis à la fin du roman, c'est pathétique. Hein. Il est décapité et puis elle va prendre sa tête sanglante et elle l'embrasse. Oh là. Elle l'embrasse. Là, c'est l'amour au-delà de la mort aussi. Hein. Voilà. Elle l'embrasse. La tête ensanglantée de Julien Sorel, quoi, qui était bonapartiste, donc il a été fait guillotiner, décapité par les royalistes. Voilà cette histoire. Mais la cristallisation, effectivement, on aime la personne parce qu'on la voit dans un état paradisiaque, le printemps, il y a des fleurs, etc. Donc on va lui greffer en quelque sorte, on va la voir plus belle qu'elle est, d'une certaine manière. Bon.
beauté est très subjective d'ailleurs, oui. Donc on tombe amoureux parce qu'on a envie de tomber amoureux, parce qu'il fait beau, parce qu'il y a des fleurs, et donc la personne dont on tombe amoureux, elle est auréolée de tout ça. Un peu comme l'origine de la cristallisation, c'est un phénomène à Salzbourg, les mines de sel de Salzbourg, en allemand Salz, c'est Oui, Salzbourg, c'est la ville du sel, bon. Et la ville de Mozart d'ailleurs. Et donc Stendhal lui-même, il a visité cette mine de sel et le guide lui a dit de faire une petite expérience, de mettre une petite brindille dans le sel, et puis ensuite il est repassé, il a récupéré sa brindille, elle était cristallisée de sel, elle était très belle comme une œuvre d'art. Et c'était le coup de génie de Stendhal, c'est d'avoir appliqué ça à la relation amoureuse humaine entre hommes et femmes, notamment. Où finalement, quand on tombe amoureux, on voit toujours la personne plus belle qu'elle n'est, puis après, à un moment donné, il y a une décristallisation dans la vie quotidienne, les enfants, etc., qui fait que c'est plus aussi sexy qu'au début, peut-être. Et on peut avoir des problèmes parfois, pas toujours. C'est une illusion qui génère de la souffrance. Voilà, exactement. Oui, bah oui. C'est bien. C'est Est-ce qu'il faut, une illusion assumée. Il faut chercher l'illusion d'idéalisation. Elle peut être assumée. Il faut chercher plutôt. ouais. Oui, alors après, c'est qu'une étape de l'amour, parce que justement. Est-ce qu'on est obligé de passer par cette étape non. pour pouvoir après dépasser son ego? Non, ça c'est les romantiques en général qui ont exercé ça, c'est pas indispensable. Après, vous avez ce qu'on appelle, ce que Freud appelle la sublimation amoureuse, c'est encore autre chose. Là, on va idéaliser un petit peu, c'est une idéalisation de l'être aimé, mais qui n'est pas du même type. On va sublimer, par exemple, le désir sexuel dans d'autres valeurs, justement, qui permettent justement à l'amour de durer. C'est qu'on ne va plus être uniquement dans l'érotisme, parce que il est bien clair que la cristallisation, c'est la phase érotique de l'amour, alors que la sublimation, ça sera la phase morale. On va avoir, comme disait Saint-Exupéry, s'aimer, ce n'est pas se regarder l'un vers l'autre, c'est regarder dans la même direction, ensemble dans la même direction. Par exemple, l'éducation des enfants, un certain idéal de vie qui va créer une amitié. Je pense que dans un couple, pour qu'il tienne, l'amitié est importante aussi. À un moment donné, comme disait Frédéric Becbédère dans son roman et son film, l'amour dure 3 ans. Alors c'est une moyenne statistique, évidemment, ça ne veut rien dire, qui a été établie par des scientifiques, par exemple. C'est beaucoup renseigné, Frédéric Becbédère. Mais ça, c'est l'éros. L'éros, effectivement, n'est pas éternel. On peut le renouveler, comme le dit d'ailleurs la phrase de Krishnamurti. Mais à un moment donné, l'éros, il est à l'épreuve du temps, quoi. Mais on peut trouver d'autres manières d'aimer. Et voire même une troisième étape que moi j'appellerais la révélation amoureuse, où l'être aimé devient notre alter ego. Là, c'est une dimension non plus simplement morale, la dimension érotique, physique, morale, et une dimension spirituelle de l'amour, où l'être aimé devient notre alter ego. Il y a un philosophe espagnol qui en parle très bien, c'est Ortega y Gasset dans les dialogues de l'amour. Le tantrisme, c'est un peu ça aussi, tout à fait. C'est l'idée que l'être qu'on aime est divin, on le divinise en quelque sorte. Et cette révélation amoureuse, elle peut effectivement aller au-delà de la mort, justement, l'idéalisation de l'être aimé. Peut-être que justement la relation amoureuse qui continue entre un vivant et une personne au-delà de la séparation. Au-delà de la séparation, ça serait le plus bel exemple d'une révélation amoureuse, qui peut passer même par des révélations, comme dans certains films, comme genre Ghost Always, où la personne de l'autre monde va communiquer avec la personne qui vit toujours, que ce soit sous forme de spiritisme ou autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Là, on est dans la parapsychologie. On ne croit pas. Moi, je me souviens d'un professeur de catéchisme à l'époque, Strasbourg, qui avait initié, qui avait perdu son épouse très jeune, une maladie fulgurante, et il s'était pensé communiquer avec elle par le spiritisme. Et l'erreur qu'il a faite un petit peu, c'est d'avoir parlé de ça à ses élèves en cours de catéchisme, et d'avoir fait une séance de spiritisme au lycée, donc la direction du lycée, en disant c'est quand même un peu délicat de faire ça avec des élèves qui sont fragiles, etc. Bon. Mais il était tellement amoureux que il a cherché à tout prix pour trouver des méthodes pour continuer à rentrer en relation avec cette femme. Et nous, les élèves, ça nous avait touchés quand même. Ils nous avaient parlé de ça très vite. On était dans la compassion et on l'a vraiment soutenu, quoi. Et on a été influencés aussi. Et c'est vrai qu'il y a des parents d'élèves qui n'étaient pas très contents. Qu'est-ce qu'ils font en cours de catéchisme? Ils invoquent les esprits. Oui, ils invoquent les esprits. C'est un peu particulier. Je referme cette parenthèse. Mais d'autres points de vue. Nous avons encore un peu de temps de discussion. Moi, alors je sais pas.
Oui, alors je vais donner la priorité à ceux qui n'ont pas encore parlé, mais sinon tu pourras de nouveau dire quelque chose. Mais est-ce que quelqu'un qui n'a pas encore parlé, ou peut parler, a envie de dire quelque chose d'autre, d'ouvrir un peu d'autres horizons sur ce thème? C'est vrai que la difficulté d'une métaphore, c'est toujours séduisant quand elle est belle, comme c'est le cas. Puis après, on se retrouve parfois un petit peu limité, justement, par la lettre de la métaphore. Donc, il faut s'autoriser d'aller au-delà et de parler de l'amour en général. C'est ce qu'on est en train de faire. Parce que là, je pense qu'il y a énormément de choses à dire. Et notamment la différence peut-être entre l'Orient et l'Occident. Mais s'il n'y a pas de... On va accueillir un retardataire parmi nous. Pas n'importe. Last but not least. Oui. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, on te redonne la alors parole. je crois qu'il y a un point aveugle dans ce débat, c'est le rôle de l'homme et de la femme. Est-ce que le problème se pose de la même manière du point de vue de l'homme ou du point de vue de la femme? Qui est-ce qui génère la relation amoureuse? Est-ce que c'est l'homme ou la femme? Est-ce que la souffrance de la femme, c'est ou la souffrance de l'homme, c'est de ne plus aimer, et la souffrance de la femme, de ne plus être aimée, par exemple? Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faudrait quand même, puisqu'on est dans le Tao, enfin, je veux dire, on est quand même, il faudrait quand même se demander si c'est complètement symétrique ou si est-ce que c'est pas l'homme qui va finalement vouloir créer cette relation amoureuse et la femme qui se laisse prendre par cette relation amoureuse. Enfin, je ne sais pas, voilà un débat que je peux lancer. Ah non, une question intéressante. Alors je vais y répondre. Effectivement, ça peut faire rebondir justement la discussion. Et là, pour le coup, on sera plus dans l'idée du Tao, du taoïsme, avec le yin et le yang. Le yin, c'est le féminin, le yang, c'est le masculin. Le yin, c'est l'eau, le yang, c'est le feu. Justement, là, il y a la flamme. Et justement, c'est intéressant. La flamme, du point de vue taoïste, là, on va taoïser le sujet un petit peu, justement, par un second souffle dans le débat. L'amour est une flamme, ce serait plutôt un amour masculin d'une certaine manière. C'est l'implicite, c'est peut-être l'inconscient de Krishnamurti. Donc effectivement dans la tradition, c'est en train de changer aujourd'hui dans l'Occident, hein, où c'est souvent dans certains pays comme le Québec, c'est les femmes qui vont être plus entreprenantes que les hommes. Ah bon? Ah oui, dans certains pays, oui, qui vont initier la chose. Aujourd'hui, à l'époque où on parle beaucoup de harcèlement sexuel, c'est une réalité, il y a des hommes aussi qui peuvent se dire, oula, pour pas avoir de problème, je vais laisser les femmes prendre l'initiative. Hein. J'ai entendu ça avec une hein, même ici, c'est un monsieur qui disait, je vais plus prendre de risques, je n'ai pas envie d'avoir de problème. C'est un peu d'humour évidemment, il disait, je vais laisser les femmes... Le droit d'importuner, comme on dit. Oui, voilà. Mais en général, dans les traditions de tous les pays, toutes les cultures, l'idée c'est que c'est l'homme qui a le côté du feu, du yang, donc qui doit prendre l'initiative, devrait plutôt prendre l'initiative de la relation, de faire la cour à la fin. Et c'est à la femme d'être belle, de se faire belle, d'être coquette, etc., pour se faire séduire. Mais c'était très mal vu à l'époque, la femme qui prenait l'initiative. Hein. On a tous vu des romans, vu des films hein, de l'ancien temps où des femmes très amoureuses ont pris l'initiative, elles étaient mal vues. Elles étaient considérées comme des femmes un peu bizarres, etc. C'était mal vu. Aujourd'hui, en Occident, ça va. Hein. Mais effectivement, la question est intéressante. Est-ce que, d'une manière ontologique, on va dire, d'un point de vue taoïste, pour le taoïsme, c'est clair. Hein. C'est quand même plutôt à l'homme de faire le premier pas. Hein, en Chine, d'ailleurs, c'est toujours le cas. Dans la pensée asiatique, effectivement, il y a l'idée qu'il faut respecter effectivement cette espèce de loi cosmique, en quelque sorte, que la flamme, justement, brûlée d'amour, ça sera plutôt réservé à l'homme. La femme va représenter plutôt l'eau, l'élément qui va permettre à la flamme, quelque part, de s'éteindre, justement. C'est une métaphore. Je tombe sur une de mes phrases, que je n'avoue pas parce que moi je ne lis pas, hein, je préfère parler d'inspiration, mais dans mon petit texte, je tombe sur une phrase: la belle prêtresse déesse ne se donne qu'à l'homme qui s'est montré digne de devenir son Shiva et qui peut alors éteindre sa flamme dans l'eau de la crypte divine. C'est une image un peu. Voilà. Mais c'est l'eau et le feu, effectivement. Or, on sait très bien que quand vous éteignez un feu, justement, avec de l'eau, il y a énormément de fumée. Quoi. Voilà. La fameuse fumée, elle n'est pas forcément négative. Hein. C'est de la vapeur, oui, mais ça fait comme une fumée. Voilà. C'est de la vapeur. Voilà. C'est du gaz. On retrouve l'idée d'ailleurs de la sublimation. Hein. La vapeur, c'est comme une forme de sublimation. Hein. D'ailleurs, la sublimation, au sens chimique, j'ai parlé de la cristallisation avec le sel, on peut parler avec le givre ou avec le sucre, mais la sublimation, c'est une réaction nucléaire. Hein. C'est les solides qui se transforment directement en gaz radioactif. Hein. C'est très dangereux d'ailleurs. On parle de sublimation. À Fukushima, au Japon, il y a eu une sublimation qui a été terrible, hein, avec la radioactivité.
pour en Oui. revenir à ce qui était dit, le problème, c'est l'attente de la femme n'est pas la même que celle de l'homme. C'est pas symétrique. C'est complètement asymétrique. Ouais. La femme est en attente d'échanges, de sentiments, vraiment de dialogue, et va effectivement montrer beaucoup d'agressivité parce que l'homme ne va pas être totalement. Enfin, c'est pas un échange qui l'intéresse. Il est plus là pour. Elle se met tout le temps dans le rôle de donner et l'homme dans celui de. Je veux dire, schématiquement, grossièrement parlant, de prendre. Donc à partir de là, on est déjà opposé complètement dans la relation. On n'est jamais au même niveau dans une relation, même si on pense, même en fonction des mots, des actes, on ne sait jamais à quel niveau on est réellement, que ce soit homme ou femme. Donc après, ça réserve une surprise, effectivement, mais en fonction effectivement du problème de harcèlement à l'heure actuelle, je pense que les hommes ont un peu peur et effectivement n'ont pas envie de se faire enquiquiner parce que, d'abord, on le voit très bien, quand on sort, il y a un maximum d'hommes qui sont dans les bars, qui sont des soirées entre hommes, les femmes c'est pareil. Oui, ça on ne le voyait pas il y a quelques années, maintenant c'est de plus en plus fréquent. Oui. Et c'est devenu même très courant ou partir, se faire des entre copines, des gens pareils. Et c'est même pas une histoire de quartier ou d'arrondissement, hein, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout localisé. Donc, que chacun prenne son pied de son côté, entre homme ou femme, ok, mais c'est vrai que si on va dans un bar, effectivement, on ne va pas forcément adresser la parole à un homme, il n'aura pas forcément vernis, parce qu'on en est encore à ce stade de régression où, effectivement, la femme, elle reste dans son rôle, je veux dire, dans ce contexte-là. Et puis c'est surtout que l'attente est différente. L'attente est totalement différente, d'où l'agressivité, d'où ce qui est tombé sur tout à l'heure, forme d'illusion ou de décalage. Oui, c'est vrai, il y a d'ailleurs, de manière un peu humoristique, il y a eu la pièce de théâtre, le livre et la pièce de théâtre, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, qui montre bien que les attentes ne sont pas les mêmes, comme vous dites, la femme attendra plutôt de la compréhension, d'être comprise, d'être écoutée, alors que l'homme, lui, va vouloir être admiré quand même. Il y aura peut-être un narcissisme plus prononcé chez l'homme que chez la femme. Donc c'est pas les mêmes attentes, ça peut créer des malentendus justement. Oui, et puis les exigences surtout sont différentes. Oui, tout à fait. La psychologie n'est pas la même, il faut le savoir. Et tant qu'on n'accepte pas cette différence de psychologie, effectivement, ça peut faire tout fait. Mais c'est difficile d'accepter aussi parce que au quotidien, on est confronté sans arrêt à ce besoin d'entendre, si on pose une question, on a envie d'avoir une réponse et on a envie d'un dialogue qui puisse aboutir effectivement à quelque chose et savoir ce que l'autre a dans la tête. Mais c'est quand même, c'est assez rarement le cas. L'homme est plus dans l'action. Moi, j'ai vu une pièce hier soir très basique, très drôle, ils ont dû l'écrire en 2 heures. C'est Grève de sexe. Oui. C'est un parallèle entre la grève SNCF et la grève de sexe. Donc c'était l'homme dans l'action, le syndicaliste engagé, virulent et absolument, mais c'était très drôle, même si c'était un peu gras, mais c'était pas vulgaire parce que c'était bien vu et que ça collait parfaitement à la réalité. Donc tout était, disons, le parallèle entre la femme qui faisait la grève du sexe et qui brandissait, qui se la jouait aussi rebelle et syndicaliste, et l'autre qui était complètement tordu et déboussolé parce qu'il était très engagé, qui faisait partie des grévistes. Et donc toute la pièce se passe comme ça. Et puis à la fin, évidemment, et tout ça, la femme fait la grève du sexe parce que depuis le temps qu'elle veut se marier, qu'il l'emmène à Venise et tout, et l'autre, il pense qu'il va faire sa grève et qu'il n'a pas le temps parce qu'il est fatigué, et qu'il a sa manif à faire le lendemain. Mais c'était très drôle parce que finalement, même bien caricatural, ça montrait quand même l'écart de... Elle passait son temps à vouloir lui donner, disons, à lui réclamer quelque chose et donc il m'entendait. D'ailleurs, pour Sigmund Freud, on ne l'a pas trop cité encore, le train est un symbole. Rêver de train, c'est qu'on rêve de. Voilà, parce que vous faisiez le lien avec la grève SNCF, rêver de train, c'est qu'on rêve de relations sexuelles, pour Freud, parce que le train dans un tunnel, notamment. Oui, c'est vrai. Le tunnel, c'est le vagin. Donc c'est très subtil. Je ne sais pas s'ils ont pensé à ça, mais je pense.
ils ont pensé à ça, je pense pense que qu'ils ont pensé à même ça, si ouais. la pièce a été écrite très vite, Oui. et même Ils s'il y a pensaient. un côté un peu vulgaire, un peu gras par moment, Oui. c'est quand même c'est très très bien fait parce que ça montre comment chacun reste enfermé dans son monde, il ne veut pas lâcher prise. Et là, c'est quand même, moi ça m'a beaucoup plu parce que c'est la femme quand même qui a gagné au bout du compte. Donc quelque part, ça va, par sa grève, elle jouait vraiment la gréviste aussi, elle alternait, elle prenait, voilà. Donc Mais c'était très sérieusement, les grèves du sexe ont parfois eu des effets très positifs en Afrique, notamment quand, je ne sais plus dans quel pays, il y avait la guerre civile et les femmes ont décidé, les hommes s'entretuaient, ils en ont marre de perdre des maris, des enfants, tout ça dans la guerre. Ils ont décidé de faire une grève du sexe, je crois que c'était en Tanzanie ou quelque chose comme ça, un pays d'Afrique orientale. Et il y avait eu une guerre civile et puis la guerre s'est arrêtée grâce à la grève. C'est une sorte de film, non? Ou alors au Proche-Orient, je ne sais plus. Mais il y a eu quelque chose en Afrique noire aussi. Ah, d'accord. Il y a eu plusieurs fois Ça ça. s'appelle un parallèle, je sais plus vraiment. Ah ouais. Et donc les femmes ont dit, bah, puisque vous n'arrivez pas de faire la guerre, nous on fait la grève du sexe et arrêtez de vous battre, de vous entretuer. Quoi. Finalement, bah, ça a eu un impact, paraît-il. Réel. Bon, c'est une petite anecdote. En ce temps de grève. Alors, il reste quelques instants encore pour avant les cérémonies, la cérémonie des Le rituel. Oui, le rituel, tout, c'est un rituel, au mot de la fin. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet? Moi j'ai. Oui, Yves. Je vais reprendre la fumée, je vais parler de la fumée tout à l'heure. Alors pour la petite histoire, je suis thermicien, parce que je suis complètement déformé par les qui brûlent. Donc j'ai rappelé qu'il fallait monter la température pour que la combustion se fasse bien. Alors c'est toujours le cas de la fumée. Quand on brûle du bois à l'air libre, bon, la température va très élevée, il y a beaucoup de fumée. Si on brûle le même bois dans un poêle fermé, foyer fermé, bien isolé en plus, la température va monter énormément. Et à ce moment-là, la combustion se fera beaucoup mieux. Il y aura moins d'oxyde d'azote, moins de fumée, etc. Et si je vais carrément à l'extrême, je prends le soleil, c'est une sorte de combustion, c'est que l'hydrogène se transforme en hélium, et là il y a zéro déchet. Donc contrairement à ce que tu as dit, Jean-Luc, le soleil, lui, fait une combustion à zéro déchet. Mais par contre, il fait ça à des millions de degrés. Donc ça va bien l'idée que plus ça monte en température, plus la combustion ou la fusion se passe de façon sublime, on va dire. Et c'est une énergie infinie. Ah non, il y en aura infini, mais enfin, il 5 milliards d'années que ça va durer encore. Ah oui, d'accord. Oui, mais exceptionnel, l'énergie quand même. On a le temps. Ouais, à notre échelle, ça semble infini. J'ai eu, on a le temps 5 milliards. Ouais. Ben justement, on peut passer d'un Yves à l'autre Yves, d'une Yves à l'autre Yves.